Salam alaikum. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour faire la semaine 3 de la matière sociologie de l'éducation. Donc aujourd'hui, nous allons traiter la théorie de la reproduction. Théorie de la reproduction. Donc l'enjeu est de déchiffrer l'énigme de la persistance des inégalités scolaires, c'est-à-dire que la problématique de ce cours est que le paradoxe de l'école se veut une institution méritocrate. C'est une institution méritocrate, c'est-à-dire qui hiérarchise les gens, hiérarchise les élèves, les apprenants selon l'ordre de mérite, méritocrate et égalitaire. C'est-à-dire que les élèves, les individus de cette société qui est l'école, de cette institution qui est l'école, sont tous égaux. Sont tous. La problématique réside dans le fait que si tous les individus doivent être égaux dans l'école, par ordre de mérite, comment cela se fait-il qu'elle crée des inégalités sociales? Écoutez, ce n'est pas la peine de prendre note, je vais vous envoyer le cours, d'accord? Le cours est toujours mis en ligne. Donc, la question centrale est comment expliquer que l'école, censée être le lieu de la mobilité sociale, fonctionne en réalité comme un mécanisme de reproduction des positions sociales inégales, c'est-à-dire à la fin, à l'aboutissement du cursus, à l'aboutissement de la formation scolaire, vous allez toujours venir avec des individus inégaux, avec différents statuts sociaux, alors que l'école est censée être une école basée sur la méritocratie. Le contexte historique de cette théorie est que dans les années 50 à 70, des années 50 aux années 70, c'est-à-dire à l'aube de la guerre froide et après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on s'est retrouvé en Europe, en Occident, on s'est retrouvé dans une situation de massification de l'enseignement. C'est-à-dire, l'enseignement n'est pas resté dans le cadre d'une certaine bourgeoisie ou d'une certaine aristocratie. Ça y est, tout le monde, tout le peuple a droit à l'enseignement. Donc, massification de l'enseignement secondaire et supérieur. Nous avons aussi l'émergence de la sociologie critique en France. L'émergence à partir des années 60 jusqu'aux années 70. On a l'émergence de la sociologie critique en France. Nous avons la rupture avec la sociologie officielle de l'éducation. Ça y est, nous sommes dans une sociologie critique, pas une sociologie officielle, sociologie de l'État. Les concepts et fondements théoriques de base de cette théorie, premier concept à prendre en considération, et nous l'avons déjà traité dans la première et deuxième séance, c'est le capital culturel. C'est un concept de Bourdieu, le capital culturel. Qu'est-ce que le capital culturel? C'est l'ensemble des dispositions culturelles, connaissances, savoir-faire, compétences légitimes, fonctionnant comme des ressources sociales. C'est-à-dire le patrimoine culturel dont fait preuve ou qu'acquiert l'apprenant au sein non seulement de l'école, mais aussi de la société. Donc, le capital culturel a trois formes. Là, on commence à le détailler. Le capital culturel a trois formes. Vous avez l'État. Bonjour. Salam wa rahmatullah. Vous avez l'État incorporé. L'État incorporé du capital culturel. Vous avez une disposition durable du corps et de l'esprit, manière d'agir, goût, habitudes linguistiques, etc. C'est-à-dire que
cet état avec lequel vient l'apprenant à l'école est un état incorporé. Au sein de sa société d'origine, il vient, cet apprenant, vous comme enseignant, vous devez prendre en considération ce capital culturel avec lequel vient l'apprenant, qui est le premier état et qui est l'état incorporé, c'est-à-dire toutes ses manières de parler, ses manières d'agir, ses goûts, sa façon de se vêtir. Il est l'enfant, il est le produit, cet apprenant est le produit d'une société. Et il vient avec un état, avec un capital culturel déjà incorporé. Vous avez comme exemple la transmission des manières dans la famille, des manières de parler, d'agir, de manger, de marcher. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, face à cet état de capital culturel incorporé, vous ne pouvez pas commencer déjà par confronter cet état, même si ce n'est pas un état conforme à l'éthique. Vous devez prendre en considération que cet enfant de primaire ou de moyen à qui vous faites face est venu avec des habitudes presque de l'ordre de l'inné. Presque de l'ordre de l'inné. Fétariya. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui vient, il ne connaît pas vos affinités en tant qu'enseignant. Il ne connaît pas l'éthique de l'école. C'est un novice. C'est une, si on peut dire, c'est une nouvelle recrue. Donc, il faudrait, vous, enseignants, que vous preniez considération de ce premier capital culturel qui est incorporé dans l'élève. Donc, deuxième état, c'est l'état de l'objectivité. Le bien culturel, c'est-à-dire le bien culturel qu'il a. Tous les biens culturels ne sont pas les mêmes dans une société si hétérogène, dans une école étatique, école républicaine. Parce qu'on parle d'école républicaine, c'est-à-dire c'est l'école du peuple. Républicain, c'est l'école du peuple. C'est toutes les tranches, toutes les strates du peuple qui viennent apprendre dans cette école. C'est-à-dire que ce n'est pas une école d'élite. Donc, vous devez prendre en considération que cet individu qui est l'élève vient avec un capital culturel incorporé et un capital culturel objectif. Un capital culturel objectif, c'est l'état de l'objectivité. C'est-à-dire ce qu'il a comme bien, livres, ustensiles, cartables, c'est-à-dire tous ces biens matériaux qu'il considère comme capital culturel. Prenons l'exemple de sa façon, son cartable. Façon de non pas de discriminer, mais façon de repérer l'élève selon sa classe sociale. Rien qu'à voir dans une classe, rien qu'à voir le cartable d'un élève, on peut à peu près le situer par rapport à sa classe sociale. C'est-à-dire, ce sont les éléments que vous, en tant qu'enseignant, vous devez repérer, c'est les états du capital culturel que vous devez repérer en classe. Vous avez la façon de parler, les manières, la façon de parler, la façon de marcher. Ça, c'est un capital incorporé. C'est-à-dire, au sein de l'élève même, c'est l'élève, c'est sa personnalité. Et vous avez l'état objectif, ou l'état de l'objectivité, c'est-à-dire ce qu'il possède. Ce qu'il possède comme ustensile, comme outil. Comment est-ce qu'il traite son tablier? Est-ce que son tablier est un tablier bien propre, correct, ou c'est un tablier déchiré avec des dessins? Donc tout ça doit être repéré à la vue. Vous avez le troisième état qui est l'état institutionnel, l'état du capital culturel institutionnel. Et ce sont les titres scolaires et les diplômes. C'est-à-dire, si vous êtes au lycée, par exemple, si vous êtes un enseignant au lycée,
vous allez savoir qui a eu son BEM, qui ne l'a pas eu, qui avec telle moyenne. Si vous êtes par exemple à l'université, déjà, si on est à l'université, c'est plus simple. Dès le moment qu'on enseigne une certaine spécialité, on connaît que l'état institutionnel de tous les étudiants de la spécialité. C'est-à-dire, par exemple, au sein de la spécialité, au sein de notre spécialité qui est la langue française en tant que langue étrangère, nous avons majoritairement des étudiants de lettres. N'est-ce pas? Vous n'allez pas trouver des étudiants de lettres en médecine. Donc, l'état institutionnel, si vous êtes au lycée, déjà que quand vous avez des étudiants, parce qu'il y a un imaginaire par rapport, que nous allons voir par la suite, il y a un imaginaire dans la politique pédagogique. Déjà quand vous êtes au lycée, que vous avez une classe de littéraire, vous savez d'emblée que c'est une classe d'élèves moyens à faibles. Vous voyez? Scientifique, c'est les élèves on va dire, de moyenne classe. Vous avez des élèves de Mathelem ou de génie civil, ça y est, vous êtes dans la crème des crèmes, l'élite. Madame, vous enseignez au lycée? Non. Si on a avec nous, je crois avec nous Madame Sidhom, qui enseigne elle est enseignante, donc madame, elle connaît déjà, donc elle, d'emblée, rien qu'à aborder sa classe de littéraire, on connaît déjà à peu près le niveau des élèves. Donc c'est le niveau, c'est le capital institutionnel. Vous avez le capital incorporé, le capital objectif et le capital institutionnel. Ah, ça c'est pour le premier concept. Ce sont des concepts à prendre en considération. Ce sont des concepts sans lesquels, c'est-à-dire demain, à l'examen, Inch'Allah, vous ne pouvez pas aborder votre critique, aborder votre dissertation sans utiliser ces concepts de base. Je dois retrouver dans votre réponse les concepts de base que nous utilisons dans le cours. Sinon, ce ne serait pas une réponse de spécialiste. D'accord ? Il ne s'agit pas de s'exprimer comme ça ouvertement, librement, d'une façon arbitraire. Non. Le but, c'est de maîtriser le code de la sociologie de l'éducation. Le deuxième concept, c'est l'habitus. Nous avons le capital culturel, puis nous avons l'habitus. C'est quoi l'habitus? C'est le système de disposition durable et transposable qui, intégrant toutes les expériences, vous pouvez enregistrer. Vous avez le droit d'enregistrer ce que je dis avec vos téléphones. Je vous donne la permission, comme ça vous ne prendrez pas note et vous aurez l'explication avec le cours à la fin. Sinon, je vais mettre mon explication orale sur la page. Mesdames, à la fin du cours, Inch'Allah, durant la semaine, je mettrai ce cours, je le mettrai oralement sur la page. Donc, s'il vous plaît, essayez de vous concentrer avec mon explication. Donc, l'habitus, je disais que c'est le système de disposition durable et transposable qui, intégrant toutes les expériences passées, fonctionne à chaque moment comme une matrice de perception et d'appréciation et d'action. C'est un système de disposition durable. Ce sont les habitudes. Les habitudes que prend l'apprenant, non seulement dans le contexte scolaire, mais aussi parce que nous parlons de sociologie, dans le contexte social, c'est-à-dire famille, rue, stade, club, toutes les sociétés que l'apprenant pourrait fréquenter. D'accord ? C'est l'ensemble des habitudes. Les caractéristiques de l'habitus sont qu'il est durable. L'habitus est durable. C'est-à-dire que même dans l'école, l'élève pourrait manifester les états de son habitus. Il est durable. Il est presque de l'ordre du capital. Ce n'est pas un capital
culturel incorporé, mais c'est presque de l'ordre du capital culturel incorporé. C'est-à-dire, avec le temps, l'élève prend son habitus à cœur, et il finira par l'afficher presque perpétuellement, presque constamment, et cet habitus s'incorpore dès l'enfance, dès son premier âge. Il est transposable, s'applique à différents domaines, c'est-à-dire vous n'allez pas le retrouver qu'à l'école, comme je viens de le dire. C'est l'école, le club, le travail, les loisirs, tout. Tout ce que l'élève peut commettre, peut afficher comme action. Il est générateur. Cet habitus est générateur. Donc, cet habitus, à son tour, produit des pratiques. Donnons l'exemple. Un exemple des habitus que l'élève pourrait prendre en dehors de son état culturel incorporé, son capital culturel incorporé. Vous avez des enfants dans votre environnement, n'est-ce pas? Vous-même étiez enfant. Exemple d'habitus que vous avez incorporé et qui dure avec vous, même après. Prenons l'exemple des réseaux sociaux, l'habitude des réseaux sociaux. Prenons l'exemple de l'habitude chez certains on va dire, quoi comme exemple? Aïe. Le tabac. Le tabac, ce n'est pas un capital culturel incorporé, c'est-à-dire l'enfant ne vient pas de chez lui en fumant. Il y a certains qui ont appris, pas certains, la majorité des fumeurs ont appris le tabac à un âge précoce. L'exemple, par exemple, on va dire la chanson. Le fait d'écouter de la chanson. Il y a certains foyers, il y a beaucoup de foyers qui ne mettent pas de musique chez eux. Mais l'enfant apprend à écouter la chanson en dehors du foyer, en dehors du foyer familial. Oui, c'est un système de disposition, c'est-à-dire de disposition d'action, d'affinité, durable et transposable. Transposable, c'est-à-dire il s'applique à différents domaines. L'enfant pourrait écouter la chanson chez lui, à l'école, au club, pourrait fumer chez lui, rarement lorsqu'il est enfant, mais plus tard, lorsqu'il sort, à l'école, au club, dans la rue, au café. Donc, c'est transposable, donc disposition durable, transposable, intégrant toutes les expériences passées et fonctionne à chaque moment comme une matrice de perception, d'appréciation et d'action. C'est-à-dire, ce n'est pas de perception, c'est-à-dire de savoir, d'appréciation, c'est-à-dire de jugement, et d'action, c'est-à-dire de fait. Donc vous voyez qu'il est transposable à tous les domaines. Et c'est au niveau intellectuel, perception, appréciation, c'est-à-dire comment s'exprimer. Il s'exprime par rapport à certains sujets, non comme par rapport à d'autres. Et vous avez aussi l'enfant, c'est-à-dire que, grosso modo, l'enfant n'est pas forgé que par la personnalité de l'enfant n'est pas forgée que par son foyer familial.
Vous-même, vous connaissez ça. Vous-même, vous savez que vous n'êtes pas le produit de rien que de ce que vous a inculqué vos parents, ni encore moins de ce que vous a inculqué l'école. C'est-à-dire, il est influencé par la société. L'enfant est influencé par un ensemble de facteurs qui fait qu'il ait des habitudes qui dépassent l'école, la maison, le club. Donc c'est l'ensemble qui crée l'habitus. D'accord? Et c'est à vous de voir comme enseignant, surtout à un âge, l'âge qu'on appelle l'adolescence, c'est-à-dire de 12 jusqu'à 16-18 ans. D'accord? À vous de voir quels sont les habitus de chaque individu de votre classe. On parle déjà du capital culturel, voire l'incorporé, l'objectif et l'institutionnel. Puis l'habitus. Chaque élève a certaines habitudes, a un habitus qui lui est propre. Donc à vous de voir l'habitus de chaque élève. Donc cet habitus, on a dit qu'il est durable, transposable, il est aussi générateur de produits, de pratiques et de représentations. Il pousse l'élève à juger. C'est-à-dire, élève fumeur va juger un élève non fumeur. Surtout à un certain âge, c'est-à-dire un élève fumeur va juger qu'il est plus mûr, plus adulte, plus expérimenté qu'un élève non fumeur. Par exemple, c'est une représentation. Il est générateur, c'est-à-dire produit de pratique et de représentation. Il est structuré par les conditions sociales et structurant les pratiques. Il est structuré par les conditions sociales, c'est-à-dire que cet élève, on va rester sur l'exemple de l'élève fumeur, généralement, fume, prenons l'exemple d'un adulte, de son entourage, pas forcément son père. Il y a plein de fumeurs dont les pères n'étaient pas fumeurs. Dont les parents n'étaient pas fumeurs. Donc, il est structuré par un certain exemple, mais il est aussi structurant. C'est-à-dire, un élève non-fumeur pourrait être influencé par un autre élève fumeur. Un élève non-fumeur pourrait être influencé par un autre élève fumeur et finira par fumer. Donc vous voyez bien que l'habitus est transposable, structuré et structurant, c'est-à-dire il affecte. Il est affecté par d'autres structures, mais aussi affecte pour produire d'autres structures d'habitus. Ah, maintenant, l'habitus de classe. L'habitus de classe. Vous avez classe dominante, rapport naturel à la culture de l'aisance et de la désinvolture. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui a l'habitus, qui le pousse, comme on l'a dit, il est structuré et structurant, il est transposable, c'est-à-dire cet habitus pourrait infecter l'individu, pourrait infecter l'apprenant et l'affecter pour produire certains comportements en classe. Vous avez l'habitus de la dominance, de la classe dominante. Déjà, quand vous entrez en classe, vous allez remarquer qu'il y a un leader dans la classe, n'est-ce pas? Vous remarquez qu'il y a un leader ou un groupe de leaders en classe. C'est-à-dire, pas forcément le leader. Vous avez pas forcément le leader qui va motiver la classe à travailler, mais le leader qui va faire le fanfaron de la classe. Ça y est? Donc, cette aisance à afficher son habitus pousse à la désinvolture, à la négligence, à la nonchalance. Cet élève ne veut pas travailler, affiche son aspect rebelle en classe, il ne veut pas, par exemple, il ne voudrait pas ouvrir son livre, suivre lorsque vous expliquez. Vous avez un habitus de dominance. Il veut dominer la classe. Et vous avez
la classe de l'habitus populaire. Et ça, c'est le rapport scolaire à la culture, méfiance, sentiment d'illégitimité. C'est-à-dire, il y a de l'autre côté, à l'autre bout, l'autre versus, vous avez des élèves qui sont trop timides, qui ne veulent pas s'afficher, qui ne veulent pas participer. C'est-à-dire, l'habitus va nous donner deux modèles d'élèves. Deux modèles complètement contradictoires. Vous avez l'habitus de la classe dominante et vous avez l'habitus de la classe populaire qui pousse à la timidité, un excès de pudeur, peut-être voire même maladive, c'est-à-dire un excès maladif. Donc, c'est un élève qui n'aime pas participer, qui n'aime pas lever la main, qui n'aime pas s'afficher, qui n'aime pas que vous lui demandiez d'aller au tableau. Vous allez vous retrouver devant ces exemples. À vous de les repérer. Nous sommes ici pour repérer ces exemples afin de les traiter. D'accord? Vous avez en troisième concept, nous avons parlé de capital culturel, d'habitus, et vous avez en troisième lieu la violence symbolique. La violence symbolique. C'est une violence douce, invisible. Ce n'est pas une violence franche, c'est une violence symbolique. Vous avez une violence douce, invisible, méconnue comme telle, exercée essentiellement à travers les voies purement symboliques de la communication et de la connaissance. Les mécanismes de cette violence du groupe, mécanisme de cette violence, imposition des significations comme légitime, imposition des significations comme légitime, c'est-à-dire face à vous, vous allez vous retrouver devant des élèves qui veulent, devant certaines populations, certaines sociétés, qui veulent s'afficher à l'encontre de l'éthique institutionnelle, à l'encontre du règlement général, du règlement intérieur, du groupe, de l'institution. Donc, ce groupe affiche une certaine violence, mais cette violence, elle n'est pas une violence franche, ce n'est pas une violence par le verbe ou par l'action. C'est une violence qui revendique une certaine identité. L'imposition de signification comme légitime, par exemple, donnez-moi des exemples d'élèves. Des élèves qui s'affichent comme étant des élèves deep. Je suis fasciné par ce genre d'élèves. Des élèves qui sont un petit peu sombres, gothiques. Et les gars, les filles, pas les gars, il n'y a pas de gars ici. Des élèves qui veulent afficher leur aspect sombre, leur aspect mystique. C'est ça, c'est le mot. Leur aspect mystique. Vous connaissez ce que c'est que la mystique? العميقين يا جماعة. هذا خصني نقولها بالعربية باش تعرفوها. ديب عميق. D'accord? Donc ce sont des élèves qui présentent une certaine violence, une certaine rébellion face à la société. Prenez ces élèves en considération, discutez avec eux, voyez leur motif, leur mobile pour afficher cet aspect. C'est une violence symbolique, c'est une façon de dire non à la société. Mais non, pourquoi? Certainement parce qu'ils vivent parfois ce n'est pas une situation familiale, parfois ils sont gâtés, ces élèves sont gâtés. Parfois le problème c'est qu'ils sont trop gâtés. Donc, vous avez la dissimulation des rapports de force. Dissimulation des rapports de force. Oui. Imposition de signification comme légitime, les mécanismes. C'est-à-dire imposition de signification comme légitime. On a donné les exemples des élèves mystiques. D'accord?
comme exemple seulement. D'accord? Vous avez la dissimulation des rapports de force. Vous avez la reconnaissance de la légitimité par les dominés eux-mêmes. Ça y est? Donc, dans l'école, les aspects qu'on voit dans l'école sont que l'école impose une culture particulière comme culture universelle. C'est-à-dire, l'école impose la norme. L'élève n'est souvent pas habitué à la norme. Surtout certains élèves de certaines sociétés, de certaines communautés. Donc, le fait d'imposer, et là, on a donné l'exemple, on a fait le cas de la résistance d'ordre éthique la dernière fois. C'est-à-dire qu'on a donné l'exemple que lorsque le refus de l'élève est d'ordre éthique, là, vous devez, vous, en tant qu'institution, en tant qu'enseignant, prendre le recul. C'est-à-dire, il vous dit, non, monsieur ou la madame, vous nous imposez d'écouter une chanson comme support, je n'écoute pas de chanson. On a rappelé que dans le cadre de l'école algérienne, qui est une école obéissant à la constitution algérienne, et l'État algérien se revendiquant arabe et musulman. Donc vous êtes devant un cas où il y a un motif éthique et où vous pouvez, en tant qu'enseignant, modifier, où vous avez le choix de modifier votre support. Ce n'est pas la peine de jouer au dur et de dire à l'élève, non, c'est moi l'enseignant, c'est moi qui commande, et tu dois, en tant qu'élève, obéir et écouter la chanson, puisque c'est un support pédagogique que je t'impose. Non. Parce que ici, le refus est d'ordre éthique. Si l'élève se rebelle et que son argument est éthique et qu'il tienne la route, prenez du recul. Mais si c'est de l'ordre de l'arbitraire, de l'affinité arbitraire, c'est-à-dire non, je ne fais pas, je n'aime pas, non. Vous devez, en tant qu'enseignant, imposer le règlement. Si vous êtes face à une affinité arbitraire, mais si vous êtes face à un choix éthique justifiable, dans le cadre des lois algériennes, dans le cadre de l'identité algérienne, arabo-islamique, là, prenez recul. Ce n'est pas l'institution qui va à l'encontre d'une affinité justifiable. Donc, l'école impose sa culture particulière comme culture universelle, elle transpose les avantages sociaux en dons, c'est-à-dire donner, ou mérite individuel, c'est-à-dire que pour l'élève, pourquoi est-ce qu'il se rebelle? Pourquoi est-ce qu'il affiche cette violence symbolique? Parce qu'il voit que vous lui imposez une culture que vous considérez universelle alors que pour lui elle ne l'est pas. Vous lui imposez un ordre de mérite individuel, c'est-à-dire vous allez récompenser celui qui étudie bien, qui a de bonnes notes, alors que pour lui, il a certaines capacités que votre mécanisme scolaire ne peut pas juger. Donc, on a bien parlé durant la première séance de réussite. Le but, ce n'est pas que tout le monde réussisse sur le plan scolaire. Le but, c'est que tout le monde réussisse sur le plan social. Vous n'êtes pas ici pour que tous vos élèves deviennent des érudits. Non. Vous êtes ici pour que tous vos élèves deviennent de bons citoyens. Donc, il faut savoir expliquer à l'élève que réussir à l'école, ce n'est pas échouer dans la société. Échouer à l'école, ce n'est pas échouer dans la société. Comme aussi réussir à l'école, ce n'est pas forcément réussir dans la société. Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi leur formation scolaire et qui ont échoué dans la société. Donc, les élèves des classes populaires acceptent leur échec comme manque de talent, alors que non. Pourquoi? C'est-à-dire,
Pourquoi l'élève affiche cette violence? C'est qu'il considère que son échec à l'école est un manque de talent, alors que non. Son échec à l'école n'est pas un manque de talent. Son échec à l'école, c'est peut-être dû à des conditions, certains facteurs qui le dépassent, ou peut-être qu'il n'est tout simplement pas fait pour les études, il est fait pour un autre métier. Et on a parlé des intelligences multiples de Gardner. C'est-à-dire que l'élève pourrait réussir, pourrait échouer à l'école, mais réussir à faire un métier qui lui apporterait bien mieux qu'apporte l'école à ceux qui ont réussi l'école. Donc, c'est ça les mécanismes et les aspects de la violence symbolique. Ah, maintenant, l'école comme instance de reproduction. On parle de théorie de reproduction, n'est-ce pas? Donc, l'école, c'est une instance de reproduction. Le fonctionnement de la sélection scolaire. Comment fonctionne la sélection scolaire? La sélection scolaire, c'est une sélection machinale, universelle. On ne peut pas faire tout à l'école. On parle de réussite sociale. La réussite sociale ne fait pas qu'à l'école. L'école, c'est un aspect de réussite. Donc maintenant, comment se fait la sélection scolaire? L'indifférence aux différences. C'est-à-dire l'école, elle est indifférente aux différences. Si nous avons dans notre population scolaire, dans notre population estudiantine, nous avons plein d'individus qui peuvent réussir dans différents domaines, qui ne relèvent pas de la formation scolaire, l'école ne prend pas compte de ces individus, ne doit pas prendre compte de ces individus. C'est-à-dire, ici, c'est l'école. C'est le volet épistémologique, le volet pédagogique. C'est le volet pédagogique de la vie. Donc, votre rôle en tant qu'enseignant, prendre les différences en considération dans votre comportement en tant qu'enseignant, mais pas dans vos notes. La note est un ordre de mérite. La note est un ordre de mérite. Donc faites gaffe. Ce n'est pas parce que vous compatissez avec certains ou avec d'autres que vous allez lui donner, par exemple, un 15 ou un 16. Non. L'ordre, c'est un ordre de mérite. Ce n'est pas que vous, je ne vais pas dire haïssiez, mais ce n'est pas parce que vous n'appréciez pas un élève ou un autre que vous allez lui enlever des notes, des points. D'accord? Donc, l'école est indifférente aux différences. L'école traite également les élèves inégaux. Elle exige des préacquis. L'école exige des préacquis, c'est-à-dire que un élève qui vient du moyen au secondaire est censé avoir des préacquis, par exemple, en langue française. Vous êtes enseignant de FLE, français langue étrangère. Je ne vais pas recevoir un élève, moi qui suis un enseignant, par exemple, d'enseignement moyen, à la première année moyenne, recevoir un élève qui vient de l'école qui ne connaît pas par cœur l'alphabet, qui ne maîtrise pas les syllabes, qui ne connaît pas les voyelles et les consonnes. Ce n'est pas mon travail de lui apprendre, ce n'est pas mon travail en tant qu'enseignant de moyens de lui apprendre l'alphabet. Donc l'élève est censé venir avec des préacquis. Donc s'il y a une défaillance de cet ordre, un élève qui vient avec une carence que vous n'êtes pas censé, vous enseignant de ce niveau, traiter, il faut le signaler à l'administration. Vous n'êtes pas censé traiter les différences. Vous avez un programme à respecter. Vous avez un programme à finir. Vous avez d'autres individus dans votre classe. Non. Si vous voulez faire, c'est-à-dire, entre guillemets, de l'humanitaire et jouer à l'ambulancier, jouer au Superman, à vous risquez péril, qui m'égoule. Vous n'êtes pas, en tant qu'enseignant, censé
traiter les indifférences. Tu ne m'apportes pas, moi, un élève autiste ou trisomique, tu as dans la classe un groupe, tu as d'autres élèves, tu dis non, il faut le traiter. Ce n'est pas mon rôle de le traiter. Mon rôle, c'est de sauver le groupe, c'est de faire apprendre au groupe. Donc les différences se traitent là où on traite les différences, pas en classe d'école populaire, d'école républicaine. Ça y est? C'est-à-dire, on aime nos élèves, on essaie de bien traiter le groupe, on détecte où sont les indifférences d'ordre social, un élève qui a un problème, ou là, il est trop timide, ou là, c'est gérable. Ça, les différences patentes, les différences qui sont de l'ordre de la pathologie, ne sont pas traitées en classe. Donc, la première des choses, c'est l'école. L'école est le premier principe du fonctionnement de la sélection scolaire, c'est que l'école est indifférente aux différences. Indifférente aux différences. Les différences, gérables, c'est pas grave. Un élève timide, un élève qui a une carence, par exemple, il ne maîtrise pas bien certaines voyelles, tu peux faire un effort avec lui. Un effort qui ne nuit pas à l'enseignement du groupe. Ça, une différence flagrante, une différence qui va nuire au groupe, non, tu n'es pas censé en tant qu'enseignant la traiter. Nous disions que le fonctionnement de la sélection scolaire, elle exige des préacquis, c'est-à-dire un élève doit venir avec les préacquis qui sont censés garantir la progression pédagogique. Ce n'est pas un élève qui vient avec un analphabétisme total que je pourrais prétendre de le sauver. Non, il doit venir avec des préacquis. Un élève qui vient avec ce niveau-là, vous devez le signaler à l'administration. Parce que انت راك تغطي كي تسكت راك تغطي على الغش تاع واحد اخر. كاين واحد اخر راهم قدام قبلك un tricheur, un malhonnête qui n'a pas fait son travail et qui t'a fait passer quelqu'un avec zéro préacquis, avec un zéro soubassement pédagogique, et que toi tu es censé mettre sous le tapis. Eh ben non, tu dois le signaler. Nous avons comme exemple les sous-entendus culturels dans les énoncés. Vous devez voir dans les préacquis de vos élèves, dans leur énoncé, dans leur façon de parler, bien sûr, dans le cadre de votre spécialité. Celui qui enseigne français va avoir les lacunes, les fautes, les écarts dans la façon de parler en français. Parlant de langue française, d'enseignement de langue française. L'élimination différée. Il y a des mécanismes d'élimination dans l'école, n'est-ce pas? Vous avez le redoublement. Orientation ou réorientation. Soit orientation vers certaines filières, soit orientation vers... Comme il y a dans l'école, il y a un imaginaire dans la politique pédagogique du général, il y a un certain imaginaire, une certaine vision qui pousse à croire, à dire que les élèves de certaines filières sont moins bons que les élèves de d'autres filières. Déjà que quand vous êtes dans une classe de littéraire, vous avez une idée, une perception du niveau d'élèves que vous avez. Rien qu'à voir la spécialité, la filière. Vous avez
l'orientation technique, professionnelle. Soit un élève orienté vers certaines filières, soit des élèves qui n'arrivent pas à suivre leurs études scolaires, on va les orienter vers le technique et le professionnel. D'accord? L'échec scolaire apparaît comme une vocation manquée, alors que non. L'échec scolaire n'est pas une vocation manquée, c'est une étape à plier. On plie la page, on ne la déchire pas. D'accord? Tu plies la page, tu n'as pas réussi à l'école, mais tu continues vers une autre formation. Le but de l'école n'est pas que tu réussisses. Le but de l'école n'est pas de réussir la formation épistémologique, la formation académique de l'individu. Le but de l'école, c'est de réussir socialement. Que l'élève réussisse socialement. D'accord? Vous avez la neutralisation des différences sociales. Ça, ce n'est pas de l'ordre de l'école. Ce n'est pas le rôle de l'école, c'est le rôle de l'État. D'accord? Neutralisation des différences sociales, c'est l'État qui traite ça. Vous avez la transformation des inégalités sociales en inégalités naturelles. Et ça, c'est aussi, ce n'est pas, c'est quelque part, c'est le rôle de l'école. C'est-à-dire faire en sorte que l'élève accepte sa différence. Ce n'est pas tout le monde qui va être riche, ce n'est pas tout le monde qui va être... L'élève doit accepter son état naturel. Il accepte son inégalité, non pas comme un échec, mais comme une inégalité naturelle. C'est son état. C'est la providence. Al-Qadar. En tant que musulman, nous croyons que il doit accepter son statut, il doit accepter son état. Il ne peut pas réussir, tout le monde ne peut pas réussir financièrement, socialement, pédagogiquement. Tout le monde ne pourrait pas réussir. Sinon, il n'y aura pas sinon, c'est l'utopie, ce n'est pas le monde, ce n'est pas la vie. C'est l'utopie. La vie, c'est autre chose. Donc nous passons à, toujours dans le cadre de l'école, nous avons parlé de sélection, maintenant on parle de légitimation. Nous avons parlé de légitimation la dernière fois. Légitimation des inégalités. Maintenant, la légitimation, ce n'est pas la fonction de l'école que de légitimer par rapport à la formation, c'est-à-dire donner un diplôme. Non, c'est légitimer aussi les inégalités. Légitimer les inégalités. Donc, c'est le double jeu de l'école. Comment ça fonctionne? Vous avez une fonction technique. Une fonction technique. Transmission des savoirs. Transmission des savoirs. Vous avez la fonction sociale, légitimation de l'ordre social. Et là, l'école a une fonction technique manifeste de transmission des savoirs, mais elle remplit aussi, l'école, elle inculque le savoir. Mais ce n'est pas que ça. Ça, c'est une fonction technique. Vous avez aussi une fonction sociale. Une fonction sociale, l'attente de reproduction de l'hiérarchie. C'est-à-dire mettre dans la tête de l'élève, la tête de l'apprenant, qu'il va sortir pour une société hiérarchisée, où il y a une hiérarchie, où il aura des subalternes comme il aura des supérieurs. Donc, le fait de inculquer à l'élève le technique, ce n'est pas que ça le rôle de l'école. L'école doit lui inculquer aussi que la société fonctionne selon une hiérarchie. Cette hiérarchie fait que cet élève, une fois sorti à la vie sociale, sorti pour occuper sa fonction dans la vie sociale, il sera à la fois subalterne et supérieur. Qui est le subalterne et supérieur? Ce n'est pas forcément qu'il sera le PDG, mais j'avais à Microsoft. Supérieur, c'est supérieur par rapport aux membres de sa famille. Supérieur par rapport aux ouvriers dans son atelier. Vous êtes toutes, vous êtes
à la fois supérieur et subalterne. النبي عليه الصلاة والسلام شيء يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل واحد فيكم راعي. Donc c'est la vie fonctionne ainsi. Vous êtes toutes considérées comme supérieures par rapport à d'autres individus qui sont sous votre égide, votre responsabilité. Mais aussi, vous êtes le subalterne de quelqu'un qui est supérieur à vous, votre enseignant, votre père, directeur d'école. Donc, tout le monde, l'élève doit sortir avec cette conception de la société. Il doit sortir avec cette conception. C'est-à-dire la conception là, je suis le big boss, ça n'existe pas. Que tu sois le big boss des big boss, il y aura toujours un big boss au-dessus de toi. C'est ça la société. D'accord? Deuxièmement, le mérite scolaire. Nous avons le double jeu de l'école. Double jeu, fonction technique, fonction sociale. Ce n'est pas que la fonction technique. Vous n'êtes pas ici que pour inculquer à l'élève ce qu'il doit apprendre par rapport à votre matière, mais aussi ce qu'il doit apprendre par rapport à la société. C'est la socialisation. C'est la socialisation, merci. Légitimation des inégalités, c'est à peu près la socialisation. D'accord? Deuxième aspect de la légitimation des inégalités, c'est le mérite scolaire comme mystification. Comment ça, mystification? Fahmouni, il y a des mystifications. Mystification, mystique, on a gagné le mystique, mystification. Mystification, c'est-à-dire mensonge. Mensonge. Le mérite scolaire est un mensonge, je mets. C'est-à-dire arrêter de croire que les gens les plus instruits sont les gens les plus heureux socialement. Non. Arrêtez de croire que les gens qui ont réussi leur école, qui ont réussi leur formation académique, sont les gens les plus réussis dans le monde. Non. L'école est une chose, la vie, c'en est une autre. Nous sommes ici en train de parler de sociologie, de la société. Donc, les aspects de la mystification, du mérite scolaire. Le succès scolaire apparaît comme le résultat du seul mérite individuel, personnel. Ce n'est pas toi qui as réussi, ce n'est pas toi qui a le mérite de ta réussite. Arrêtez de croire que vous êtes, il faut que vous arrêtiez de croire que vous êtes le centre du monde et que vous inculquiez à vos élèves qu'ils ne sont pas le centre de leur réussite. Ils sont un contributeur dans leur réussite, pas le centre de leur réussite. Bref, c'est vrai que ils ont une bonne part de leur réussite, mais si un élève, il faut que l'élève comprenne, parce que l'élève est un enfant. L'élève a ce désir de s'approprier les choses. L'élève est un enfant. L'élève vient avec le désir de « c'est le mien, Terry ». Un an, je suis champion du monde, je suis Superman, c'est moi qui ai réussi. Arrêtez de faire croire aux élèves qu'ils sont des érudits. Non, l'élève doit être récompensé, mérite d'être récompensé pour sa réussite, mais doit savoir qu'il est un contributeur dans sa réussite. Il n'est pas le propriétaire de sa réussite. Donc le mérite, vous devez mystifier le mythe du mérite de la réussite scolaire, pour qu'il apprenne qu'il est un membre de la société et que quoi qu'il fasse, quoi qu'il réussisse, il est un membre de la société. Il l'a réussi parce qu'il est un membre d'un groupe. Donc, le succès scolaire apparaît comme le résultat du seul mérite individuel, occultation et déméritismes sociaux. Les déméritismes sociaux, c'est-à-dire il faut que l'élève abolisse, enlève, oublie
ni sa personne. Il y a un méritisme social. Il est au sein d'une société. Il est ici, assis sur ce banc, parce qu'il a des parents qui ont travaillé. Il est ici, il a réussi, parce qu'il y a un enseignant qui a fait des efforts. Il est ici, il a réussi, parce qu'il y a un État qui lui a conféré, qui lui a fourni les moyens de réussir. Donc sa réussite, c'est le résultat d'une part qui est la sienne, mais non pas de la totalité. D'accord? Vous, en tant qu'enseignant, vous devez, dans la théorie de la reproduction, c'est la théorie. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'apprendre comment éduquer l'élève à devenir un membre actif de la société. Les élèves sortent de l'école avec un égocentrisme قد الهاك. حسب روحه هو le champion du monde. حنايا نطي ميل وما نطيحوش. حنايا مانيش عارف شتا انايا تلقاهم في الريزو سوسيو هو ذبانه ما يسواش 1000 مقطع entrée. Pourquoi? Parce que l'école n'a pas réussi son éducation. Non pas seulement l'école, mais aussi la famille. L'élève sort avec un égocentrisme énorme, avec un moi énorme. Que ce soit dans sa famille, sa mère, Pourquoi l'individu fuit, le jeune Algérien, pourquoi il fuit la société? À votre avis, pourquoi il paie 120 millions, 180 millions pour aller fuir la société? Vous croyez qu'en Outre-mer il y a le paradis? C'est pas le paradis. Mais il fuit la société parce qu'il croit que tous les facteurs sont ici pour entraver sa réussite. C'est lui la seule lumière dans sa vie. Huwa la seule lumière dans sa vie. Alors que Huwa le court-circuit de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un égocentrisme. Si l'individu apprend à s'accuser, à dire non, j'ai pas fait de mon mieux, non, j'ai pas fait assez, non, tout le monde a essayé de m'aider, mais je dois. Ce n'est pas parce que je n'ai pas réussi à l'école que je n'ai pas réussi. Je dois apprendre quelque chose. Je dois faire. Là, personnellement, je connais plein de jeunes qui refusent, après avoir eu leur master ou après avoir quitté l'école d'une façon ou d'une autre, soit par ordre de mérite, soit par légitimation, en ayant leur diplôme, soit par échec. Ils sortent, ils ne veulent plus rien savoir du mot apprendre. Apprends une profession, apprends un métier. Non, j'ai fait tout. Maintenant, je dois avoir de l'argent. J'ai besoin d'argent. Et en ayant cet égo énorme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tourner vers des petits boulots. C'est-à-dire pour avoir le fruit de leur sueur assez rapidement. Des petits boulots, au lieu d'aller apprendre. Apprends un métier. Vous n'êtes pas en train de remarquer qu'en Algérie, nous sommes en train de perdre les métiers? Il n'y a pas de métier en Algérie. Il n'y a pas d'artisans. Il n'y a plus d'artisans. D'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça y est, cordonnier teli mal roche. Le cordonnier, où est-il? On ne le retrouvera pas. Allez, parce que les jeunes croient que ça y est, l'école, c'est l'échec. Je ne veux plus savoir, je ne veux plus que vous me parliez du mot école ou du mot apprendre. Ça y est, maintenant j'ai besoin de récolter, j'ai besoin d'avoir. Donc, c'est la faute à qui? C'est la faute à l'école, à la famille, à la société.
Parce que la société n'a pas su faire apprendre à l'individu que l'échec ne s'arrête pas à l'école, que la réussite, pardon, ne s'arrête pas à l'école. La réussite peut être à l'école, comme peut être au métier, comme elle peut être allez chercher votre réussite là où vous vous retrouvez. Je continue. Maintenant, critique. Critique et prolongement de la théorie de la reproduction. Les limites du modèle. Les limites du modèle, nous avons, de ce modèle de reproduction que nous avons vu, les limites, c'est les risques de déterminisme trop fort. C'est-à-dire que il y a un déterminisme dans l'école. C'est quoi le déterminisme? Qu'est-ce que le déterminisme, ya Qawm? Ça vient de quel verbe? Verbe déterminé. L'ijbar. Le déterminisme ou l'ijbar. Obliger, le déterminisme ou al-jabr ou l'ijbar. Donc déterminer, c'est-à-dire obliger l'élève, l'individu à suivre une certaine voie, un certain cursus. Donc vous avez le risque de déterminisme trop fort. Il y a un déterminisme trop fort dans l'école. Vous avez la sous-estimation des résistances et des contre-cultures. C'est-à-dire, comme on a dit, l'un des principes de l'école, c'est d'être indifférent aux différences. Indifférent aux différences. C'est-à-dire que la théorie de la reproduction est parfois critiquée pour son déterminisme social, qui est trop apparent et qui pourrait sous-estimer la capacité d'action des individus. Capacité des individus, c'est-à-dire qui est due à leur habitus et leur capital culturel. C'est-à-dire ce que l'individu est. L'école ne prend pas considération de ce que l'individu est. Qu'est-ce qu'il peut réussir par rapport à son profil culturel, capital culturel, incorporé, objectif, institutionnel. Non, l'institutionnel, il vient de l'institution, mais ce qui pourrait être par rapport à son habitus, c'est-à-dire son profil. L'école ne prend pas compte du profil. L'école républicaine, elle est uniformisée. Elle crée selon un modèle. C'est-à-dire, celui qui ne réussit pas ce modèle ne réussira pas. D'accord ? Difficulté à expliquer les différences en classe, comme on vient de le dire. Donc deuxièmement, le développement ultérieur. Bourdieu définit la noblesse de l'État en 1989 comme une analyse des grandes écoles. Ces caractères ou ces critères sont les travaux sur les stratégies scolaires des familles, la notion du malentendu socio-cognitif et l'actualité de cette théorie. L'actualité de cette théorie est dans le cadre, selon que Bourdieu le définit, reste un outil essentiel pour comprendre la persistance des inégalités sociales. Les débats sur la méritocratie, c'est-à-dire l'ordre du mérite, le règne du mérite, la méritocratie et les nouvelles formes de ségrégation, par exemple via les stratégies de contournement de la carte scolaire ou les classes sociales numériques. Je cite Bourdieu, « Les structures sociales tendent à se reproduire en produisant des agents dotés du système de disposition qui leur permet de s'y adapter. » C'est-à-dire le système, selon Bourdieu, reproduit les agents qui pourraient s'adapter au système même seulement. Le système, selon Bourdieu, produit des agents qui s'adaptent au système, c'est-à-dire c'est presque une argumentation en boucle.
Boucle fermée. C'est-à-dire, je produis ce que j'accepte. Je ne produis pas ce que je n'accepte pas. Le système ne prend pas en considération des modifications, des changements qui pourraient s'opérer dans le temps, par la suite. C'est un système qui ne se prend en compte, qui ne prend en compte que lui-même. La déneutralisation de l'échec scolaire. Comment neutraliser l'échec scolaire ou de déneutraliser? Ce concept, c'est un autre concept de la théorie. Ce concept relève de l'échec scolaire qui n'est pas une fatalité, l'échec scolaire, n'est-ce pas? D'accord? Ou qui n'est pas une fatalité individuelle ou naturelle. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui rentre en école qui va finir par échouer. Donc ce n'est pas naturel. Et ce n'est pas individuel. C'est-à-dire, ce n'est pas l'individu, comme on vient de le dire, si la réussite n'est pas individuelle, c'est que l'échec est aussi. Si cet ego que nous critiquons, que nous dénigrons par rapport à la réussite individuelle est réel, c'est que l'accusation de l'individu par rapport à son échec est aussi illégitime, n'est-ce pas? Si l'individu ne peut pas se revendiquer sa réussite, la revendication de sa réussite individuelle est illégitime. C'est que l'accusation de son échec individuel est aussi illégitime, n'est-ce pas? C'est facile. Si tu peux pas accorder à l'individu son mérite de réussite individuelle, c'est que tu ne peux pas l'accuser aussi de son échec individuel. C'est que l'échec est aussi le produit d'une société. D'accord? Mais le produit d'un système, l'échec est le produit d'un système qui ne reconnaît pas les inégalités culturelles, selon Bourdieu. Je cite, l'échec scolaire cesse, je cite Bourdieu, l'échec scolaire cesse d'être un accident ou une tare individuelle pour devenir le résultat le plus probable d'une rencontre entre un habitus et un système d'attente. C'est-à-dire, cet élève, cet individu est venu avec un capital culturel et avec un habitus. Il a fait face, il a confronté un système d'inégalité qui avait des attentes de lui. Des attentes, bien sûr, comme je viens de citer Bourdieu, des attentes qui sont cousues, qui sont faites par rapport aux attentes du système. C'est-à-dire, le système crée des agents qui sont compatibles avec lui. Cet individu est venu avec un habitus qui n'est pas compatible avec le système. Donc, son échec est ici, son échec est le résultat de ce conflit, non pas de l'individu lui-même. Mise en évidence des mécanismes cachés de la reproduction. Il s'agit de démontrer que l'idée selon laquelle l'école récompense uniquement le mérite et le travail est un mythe. Ceci est un mythe. L'école ne doit pas, selon Bourdieu, ne doit pas récompenser que celui qui a le mérite pédagogique. L'école doit récompenser même ceux qui échouent. Non pas les récompenser par des diplômes, bien sûr, parce que ça c'est une légitimation. Il n'a pas réussi ses études. Parce que le principe, c'est l'école est indifférente aux différences. C'est-à-dire, comme l'école produit
des élèves qui ont réussi leur cursus scolaire, mais ne récompense pas que ces élèves. Parce que ici, regardez comme exemple, pour pouvoir comprendre. C'est comme un exemple. Vous avez l'école qui va récompenser une école. Je vous parle d'un cas que j'ai vécu moi-même. Vous avez une école qui va récompenser les 3 premiers. Une classe qui va récompenser les 3 premiers, le podium. Premier à 18,50, le deuxième à 18,30, le troisième à 18,20, le quatrième à 18,10. Ou 18,12. 18,15. Des poussières. Le troisième. Le quatrième va se considérer comme... C'est une injustice par rapport à sa réussite. C'est un échec pour... Soyons pragmatiques. C'est un échec, lui. Il n'a pas réussi à aborder le podium. Mais pour lui, c'est une injustice. C'est un élève, c'est un enfant. C'est-à-dire, il faut arrêter cette façon de récompenser les élèves de façon à ce qu'il y ait une discrimination, que l'élève qui a raté, c'est-à-dire le podium ou raté avec des poussières, il se considère comme s'il a échoué. Ou réellement il a échoué à aborder le podium. C'est réel, pragmatiquement parlant. Mais la récompense par l'ordre de mérite ne doit pas être machinale. L'école doit voir, c'est-à-dire doit prendre en considération. Par exemple, le troisième et le quatrième, 5 points, 6 points de moyenne. Ça pourrait être compris. Ça pourrait être justifié. Mais avec des poussières, non, ce n'est pas un échec. Donc l'échec n'est pas machinal. Il faut arrêter de considérer la réussite scolaire sous forme de chiffres. Il faut prendre en considération que l'ordre de mérite est un mythe. Et arrêter de lui obéir au doigt et à la lettre. Ça y est? Au doigt et à l'œil, chère lettre. Au doigt et à l'œil. Donc, arrêtez d'obéir à cet ordre de mérite qui n'est... Vous ne traitez pas des choses inertes. Vous traitez des individus, des personnes. Vous avez devant vous une population d'élèves. Donc, il faut prendre en considération que c'est ça la façon avec laquelle on doit traiter l'élève. Donc, cet ordre de mérite machinal, il faut l'arrêter. Donc, je cite l'idéologie du don, je cite toujours Bourdieu, l'idéologie du don, forme neutralisée de la reconnaissance de la légitimité culturelle est au principe de la méconnaissance de l'arbitraire de la culture légitime. Donc, il y a de l'arbitraire. Il y a de l'arbitraire dans cette... L'arbitraire, c'est-à-dire qu'il ne se réfère pas à des règles précises, des règles adaptées. J'ai fait ça parce que je l'ai fait. D'accord? C'est l'arbitraire. Donc, il faut arrêter l'arbitraire. Question de l'émancipation par l'école. Le débat interroge la capacité de l'institution scolaire à être un réel outil d'émancipation et de mobilité sociale au-delà du rôle de reproducteur. Donc, l'école ne doit pas que prendre en considération son rôle de reproducteur d'individus, mais de l'émancipation de ces individus. Je cite la sociologie de l'éducation,
toujours Bourdieu, la sociologie de l'éducation peut fournir des instruments pour la lutte contre le déterminisme qu'elle découvre. Est-ce que vous avez des questions? Donc,